Bienvenue à ce premier webinaire spécifique à la vaccination anti-HPV organisé par l'Agence régionale de santé. Donc, je suis Anaïs Simon. Donc, je suis chef de projet sur le déploiement de la vaccination HPV en milieu scolaire et donc chargée de mission au sein du pôle de maladies infectieuses et transmissibles à la direction de la prévention et de la promotion de la santé. Et donc, je suis avec mon collègue Clément Contardi. Bonsoir à toutes et tous, donc Clément Contardi, médecin de santé publique. Je travaille en binôme avec Anaïs Simon sur la campagne régionale Grand Est de déploiement de la vaccination HPV au sein des collèges à partir de la rentrée pour cette même direction de la prévention à Nancy. Donc, je tenais déjà à remercier donc les professionnels de santé présents et qui ont accepté d'intervenir. Donc, notamment Madame Sophie Raguet pour Santé publique France Grand Est, Madame le docteur Ebers donc pour l'Institut de cancérologie de Strasbourg, Monsieur le docteur Homel, responsable du Centre de vaccination internationale des hôpitaux de Strasbourg, et enfin Madame Bichat, donc qui est sage-femme libérale exerçant sur le territoire de Lunéville en Meurthe-et-Moselle. Alors, en effet, malgré la progression ces dernières années de la couverture vaccinale contre le HPV, cette couverture reste toujours faible, que ce soit chez les filles et les garçons, et insuffisante pour prévenir la circulation du papillomavirus humain. Face à ce constat et donc afin de favoriser l'accès à une protection vaccinale, donc le président de la République a annoncé le 28 février dernier que la vaccination serait proposée gratuitement à l'ensemble des familles des élèves de 5e qui le souhaitent directement au sein des établissements scolaires, donc dès la rentrée prochaine en 2023. Cette vaccination n'a pas pour rôle de se substituer au rôle du médecin traitant et des professionnels de santé de ville, mais elle a pour but surtout de mettre en place en France ce qui est déjà fait dans d'autres pays européens et qui a fait ses preuves pour améliorer les couvertures vaccinales. Un type, donc en fait, c'est l'ensemble des ARS en lien avec les services du rectorat et les acteurs de la vaccination ont à charge donc la mise en place d'une vaccination de campagne générale de déploiement d'équipes mobiles de vaccination au sein des collèges des territoires. Donc, les professionnels de santé libéraux volontaires seront bien sûr associés à cette campagne et seront les bienvenus. Ce webinaire vous est donc en fait proposé en amont du déploiement de la campagne de vaccination contre le HPV, donc qui aura lieu dans les classes de 5e à la rentrée. Dans la mesure où la campagne de communication nationale de ce déploiement sera lancée par l'INCa, donc l'Institut national du cancer, durant l'été, tout type de professionnel en fait est à même d'être sollicité sur ce sujet de la vaccination par les familles ou encore par les jeunes patients. Ainsi, les professionnels de ville seront en fait le premier relais pour convaincre les familles de vacciner leurs enfants. La vaccination est et restera de toute façon un enjeu prépondérant dans la santé des populations et un tel défi ne peut être relevé sans un travail de collaboration entre les différents acteurs à l'échelle de notre région. C'est pourquoi donc ce soir, en fait, nous vous proposons un temps d'échange et de mise à niveau des connaissances et des recommandations sur le sujet co-construit en lien avec vos collègues et confrères. Je vous souhaite donc une excellente soirée à toutes et tous. Et donc, je vais laisser la parole au premier orateur, donc Sophie Raguet pour Santé publique France, qui va établir un état des lieux épidémiologiques des infections HPV et des couvertures vaccinales, donc qui vont nous intéresser pour ces tranches d'âge. Bonjour, donc moi je suis Sophie Raguet, je suis épidémiologiste à Santé publique France en région Grand Est. Et je vais vous donner quelques éléments de contexte sur l'épidémiologie des infections à HPV et quelques données de couverture vaccinale en région Grand Est. Tout d'abord, la première partie, quelques éléments d'épidémiologie des infections HPV. Donc, en fait, en France, chaque année, environ 6300 cancers sont attribuables à une infection HPV. Ces cancers, ce qui représente en fait à peu près 2% de la totalité des cancers diagnostiqués en France chaque année. Ce qui représente, et donc, qui sont répartis de la façon suivante. 3000 cancers de l'utérus, 1500 cancers ORL et autant cancers de l'anus, 200 cancers de la vulve et du vagin, et 100 cancers du pénis.
ce à quoi s'ajoutent en fait 100 000 cas de verrues anogénitales diagnostiqués dont on connaît les conséquences sur la qualité de vie des patients, ce qui nous conduit à penser que les infections HPV sont un réel problème de santé publique alors même qu'il existe un vaccin efficace pour les prévenir. Lorsqu'on s'intéresse à la répartition de ces cancers attribuables aux infections HPV, on peut effectivement remarquer que si 3/4 de ces cancers surviennent chez la femme, essentiellement portés par les cancers du col de l'utérus, mais aussi des cancers de l'anus, de la sphère ORL, de la vulve et du vagin, on remarque que 1/4 de ces cancers surviennent chez les hommes, que cela soit des cancers de la sphère ORL, de l'anus, des cancers du pénis. Quant aux infections, quant aux verrues anogénitales, elles se répartissent équitablement entre les hommes et les femmes. Quand on s'intéresse également à la part des cancers attribuables à l'infection HPV, donc sur la totalité des cancers du col de l'utérus diagnostiqués en France, qui représentent 3000 cas par an, et ce qui conduit à la survenue de 1100 décès, on sait que la quasi-totalité de ces cancers sont liés à une infection HPV. En ce qui concerne les cancers de l'anus, qui représentent 2000 cas par an en France, les 3/4 surviennent chez les femmes et sont en nette augmentation. On sait que près de 90% sont liés à une exposition HPV. En ce qui concerne les autres localisations du pénis, des cancers du pénis, du vagin ou de l'ORL, cette part attribuable est variable et on estime qu'entre 20 et 30% de ces localisations cancéreuses sont liées à une exposition au papillomavirus. Qu'en est-il de la prévention? La prévention de l'infection à papillomavirus est basée sur 2 interventions complémentaires. La première est la vaccination contre les infections à papillomavirus oncogènes, qui permet de prévenir les infections qui a pour objectif de prévenir les infections par les virus HPV oncogènes inclus dans le vaccin, et donc de diminuer les cas incidents de cancer attribuable au HPV. Ça vous sera présenté plus tard, mais cette vaccination est recommandée pour toutes les jeunes filles depuis 2007 et tous les jeunes garçons depuis 2021, âgés de 11 à 14 ans, avec un rattrapage de 15 à 19 ans révolus chez deux sexes et jusqu'à 26 ans pour les hommes ayant eu des relations sexuelles avec les hommes. Cette première intervention est complétée par le Programme national de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, qui a pour objectif, quant à lui, de dépister les lésions précancéreuses et les cancers du col de l'utérus à un stade précoce pour permettre un traitement efficace et une prise en charge efficace. Donc, ce programme national est recommandé chez toutes les femmes de 25 à 65 ans, y compris les femmes vaccinées. Et ainsi, par ces 2 interventions complémentaires, l'OMS estime que le cancer du col de l'utérus serait totalement éliminable. En ce qui concerne la vaccination de façon spécifique, je vous ai présenté ici donc, les couvertures vaccinales en région Grand Est et en France métropolitaine. À gauche, le graphique représente les couvertures vaccinales chez les jeunes filles et à droite, chez les jeunes garçons. Donc, les couvertures vaccinales représentent la proportion de personnes vaccinées parmi la population de la même classe d'âge. On remarque que pour la dernière génération ayant eu 15 ans, la couverture vaccinale, une dose est de 52%, c'est-à-dire que 52% des jeunes filles de 15 ans en région Grand Est ont au moins reçu une dose de vaccin contre le papillomavirus, qui est légèrement supérieure à ce qui est observé en France métropolitaine. Et 45% des jeunes filles de 16 ans ont reçu les 2 doses du schéma complet de la vaccination HPV, ce qui là encore est légèrement supérieur de 3 points à ce qui est observé en France métropolitaine. Cependant, c'est largement inférieur à l'objectif de l'OMS pour l'élimination du cancer du col de l'utérus. Une vaccination vaccinale de 90% chez les jeunes filles de 15 ans, donc ayant reçu au moins une dose. En ce qui concerne les jeunes garçons, donc le graphique de droite sur cette diapositive, la couverture vaccinale chez les jeunes garçons à 15 ans est de 15%. Donc 15% des garçons de 15 ans ont reçu au moins une dose en région Grand Est, qui est légèrement supérieure à ce qui est observé en France métropolitaine de 2 points. Et
la couverture vaccinale de doses à 16 ans est de 9%, ce qui est comparable à ce qui est observé en France métropolitaine et ce qui reste donc très faible. Cette couverture vaccinale, ce que l'on observe aussi, c'est qu'elle est inégalement répartie sur le territoire métropolitain. Donc, si vous vous attardez ici à regarder les couvertures vaccinales départementales de la région Grand Est, donc ici sont représentées l'initiation à la vaccination, la couverture vaccinale, une dose. Ce que l'on voit chez les jeunes filles, donc la carte de gauche, c'est que les couvertures vaccinales sont plus faibles dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle. En ce qui concerne la couverture vaccinale départementale sur la figure de droite, on observe qu'elle est légèrement supérieure dans les départements de Meurthe-et-Moselle, des Vosges et de la Marne, même si vous le remarquerez, je vous l'ai présenté juste avant, ces chiffres sont très faibles. Et elle est encore plus faible donc dans les autres départements et particulièrement dans le département des Ardennes. Voilà, je voulais aussi vous présenter quelques résultats des enquêtes du baromètre santé qui, en fait, s'attachent à étudier le comportement, l'attitude et les pratiques des Français, notamment de la vaccination et notamment de la vaccination HPV. Donc, ces enquêtes sont réalisées en France par Santé publique France à intervalles réguliers et elles permettent d'assurer notamment le suivi de l'adhésion vaccinale et des réticences des Français depuis maintenant 2000. Donc depuis 2000, en fait, une question est posée très régulièrement et une de ces questions est celle de l'adhésion à la vaccination en général. C'est êtes-vous très, plutôt pas ou pas du tout favorable aux vaccinations en général? Donc ce graphique présente les résultats depuis la mise en place de cette étude. Ce que l'on remarque, c'est qu'au début de la mise en place de cette enquête, au début des années 2000, donc en 2000 et 2005, environ 90% de la population française se disait favorable, très ou plutôt, donc c'est les histogrammes bleus, à la vaccination en général. Néanmoins, en fait, suite à la grippe, à la pandémie de grippe H1N1 en 2009, on a observé un effondrement de l'adhésion à la vaccination au sein de la population générale française, puisque à l'issue de cette pandémie, en 2010, 1% étaient plutôt ou très favorables. Ça en est suivi dans les enquêtes qui ont suivi, dans les années qui ont suivi, une légère augmentation de l'adhésion à la vaccination. Et juste avant la pandémie de Covid-19, en 2019, on remarquait que 74% de la population se disait favorable, plutôt ou très, à la vaccination en général. On a cherché à savoir si la pandémie de Covid-19 avait eu le même effet sur l'adhésion à la vaccination, sur l'opinion et l'adhésion de la vaccination de la population générale. Et ce n'a pas du tout été le même effet que la pandémie H1N1. Au contraire, en fait, cette adhésion à la vaccination en général a augmenté. Et en 2022, les derniers résultats de l'enquête montrent que 85% de la population se dit favorable à la vaccination en général, même si on observe une légère diminution de la population qui se décrit comme très favorable. Elle est passée de 37,3% en 2021 à 30,9% en 2022. Donc on est vraiment dans un contexte où finalement, malgré ce qu'on pourrait penser, la population se dit favorable à la vaccination en général et l'adhésion à la vaccination en France est assez forte. Quand on s'intéresse maintenant à l'opinion, aux attitudes et aux pratiques des parents des jeunes filles de 15-18 ans par rapport à la vaccination HPV en particulier, donc on a interrogé les parents de jeunes filles de 15 à 18 ans sur la couverture vaccinale HPV et leur attitude. Donc, ce que l'on observe, c'est que cette couverture vaccinale HPV et des filles de 15-18 ans déclarées varie en fonction des critères sociodémographiques.
Elle augmente avec le niveau de revenu des parents. Elle est plus élevée chez les filles dont les parents se déclarent à l'aise financièrement. Elle est supérieure chez les filles de nationalité française de naissance comparées aux autres. Donc, ce qui montre bien qu'il y a une inégalité, il y a des inégalités sociales fortes d'être vacciné contre le papillomavirus. Et quand on a posé la question des raisons de non-vaccination contre les infections HPV aux parents dont les filles n'étaient pas vaccinées, les premières raisons qui sont déclarées spontanément sont les suivantes. Donc, la première raison évoquée, c'est la peur des effets secondaires et la peur d'un vaccin qui est considéré comme dangereux dans 20% des répondants. La deuxième raison spontanée déclarée chez les parents de filles non vaccinées, c'est que le médecin ne lui a pas proposé le vaccin. Et la troisième raison évoquée est le fait, donc rapporté par les parents, que le vaccin ne semble pas utile, nécessaire, ou que la personne estime que sa fille n'est pas à risque. Donc, on voit vraiment que ce sont des raisons de méconnaissance, en fait, de la vaccination, de l'intérêt et de la plus-value de la vaccination HPV. On peut aussi remarquer que 6,2% des parents se déclarent spontanément opposés à cette vaccination et que seuls 0,9% des parents se déclarent opposés à toute vaccination en général. Voilà. Et enfin, le dernier élément que je voulais vous présenter, c'est là encore des résultats des enquêtes baromètre santé, mais qui sont un tout petit peu plus anciennes puisqu'elles datent de 2016, qui se sont donc l'enquête s'est intéressée à interroger les parents des enfants de 1 à 15 ans sur la confiance, sur leurs sources d'informations sur les vaccins et la confiance qu'ils accordaient à ces sources en fonction du type de source. Donc, ce que l'on remarque, c'est que 81% des parents d'enfants de 1 à 15 ans déclarent que les médecins sont leur principale source d'information sur les vaccins, largement devant des sources telles que Internet et proches, et que la confiance qu'ils accordent dans les informations sur la vaccination fournies par les médecins est très forte, puisque 95% des des parents interrogés estiment qu'ils ont confiance dans les informations données par les médecins. 79% estiment qu'ils ont confiance dans les informations données par les pharmaciens et 70% dans les informations données par le ministère de la Santé. Donc clairement, la situation laisse à penser que la population peut accepter et adhérer à cette vaccination quand on lui montre les moyens et l'intérêt de se faire vacciner contre les papillomavirus. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai une première question dans le chat qui nous demande si les slides seront disponibles. Alors oui, on les mettra à disposition sous réserve de l'accord des intervenants. On les mettra à disposition sur le site de l'ARS, mais on vous en dira plus par mail et sur le temps de questions-réponses à l'issue du webinaire. Alors, le temps de questions et réponses qu'on posera à l'oral sera dédié à toutes les présentations en une seule fois sur une durée d'une quinzaine de minutes à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on les prend et on en assurera les réponses dans l'ordre, dans la mesure du possible, en fonction du temps qui nous reste. Alors, je vais laisser la parole au docteur Ebert, qui est oncologue à l'Institut de cancérologie de Strasbourg, pour parler des rappels des complications d'ordre gynécologique et de complications en termes de sphère orale. Docteur Ebert, vous avez la parole, vous avez 15 minutes. Institut de cancérologie de Strasbourg. Et donc, je m'occupe plus particulièrement des cancers gynécologiques et aussi de tout ce qui est protocole de recherche, notamment tout ce qu'on appelle essais précoces. Donc, je vais vous partager mon diaporama. Voilà. J'espère que tout le monde voit. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Parfait.
Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Je suis désolée, j'ai quelques petits rappels à faire d'ordre physiologique, même si on a déjà un petit peu abordé le sujet. Donc, j'aimerais revenir sur quelques fondamentaux de qu'est-ce que c'est que l'HPV. Donc, c'est une grande famille de plus de 200 types de virus. Il y a des HPV à tropisme cutané, donc qui donnent des infections des cellules épithéliales cutanées, des verrues, plus rarement des tumeurs malignes. Et ce qui pose problème en oncologie, ce sont les HPV à tropisme muqueux, donc qui infectent les cellules des muqueuses génitales et orales. Et on distingue au sein de ces HPV à tropisme muqueux les HPV à bas risque et les HPV à haut risque oncogène. Il y a un souci ? Alors, j'ai oublié dans mon intervention de préciser aux collègues qui n'interviennent pas de bien penser à couper leur micro. Ok, d'accord. Docteur Hébert, vous pouvez passer votre diaporama en mode présentation, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas bougé. Je pense que... Il faut le repartager. Est-ce que là, c'est mieux ? Là, il n'est pas en ligne, non ? Ah. Je vous demande juste quelques secondes, le temps de régler ça. Si besoin, on a les collègues les webmasters du webinaire qui ont les présentations et qui peuvent aussi prendre le relais. Il faut juste que je bascule l'écran. Là, vous voyez toujours pas dans le bon mode ? Alors non, pour l'instant, on ne voit pas votre présentation. Bon. Ah, c'est bon. Là, c'est bon ? Voilà, c'est parfait. Très bien. Vous le voyez en grand ? Oui. Ok, parfait. Donc, on a les HPV à haut risque oncogène, donc il y a notamment le 16, le 18, et qui donnent des lésions précancéreuses et donc des cancers. Et pour rappel, l'infection HPV est sexuellement transmissible. Là où ça se complique, c'est que même si on a une infection à HPV, on a 90%, dans 90% des cas, le papillomavirus est éliminé dans les 2 ans. Et on a donc 10% des infections qui persistent. Et c'est dans ce cas de figure-là qu'on va avoir une évolution possible vers une lésion précancéreuse et donc jusqu'au cancer, avec des facteurs qui sont liés au système immunitaire, qui fait que chez certaines personnes, on va avoir une élimination virale et d'autres pas. Et comme facteur qui est clairement identifié comme favorisant la persistance de l'infection virale, on a le tabagisme. Donc, et vous avez donc un espèce de continuum entre les cellules normales, les cellules infectées, et qui vont progressivement évoluer vers des cellules tumorales. Ça a déjà été rappelé. Plus de 6000 cancers chaque année qui sont dus au papillomavirus en France, avec quand même un lourd tribut qui est payé par les femmes. Et je voudrais encore aller un petit peu plus loin dans cette explication sur comment un virus peut provoquer un cancer, qu'est-ce qui se passe. Donc vous voyez ici une petite illustration du papillomavirus de sous-type 16. Donc en fait, c'est un petit virus à ADN double brun. Il ne code que pour quelques protéines qui vont de E1 à E7 et d'autres protéines L1 à L2. Donc le virus va rentrer dans les kéracinocytes et il va utiliser en fait la machinerie cellulaire de la cellule hôte pour s'intégrer et derrière se proliférer. Et les protéines qui vont être responsables de la cancérisation sont les oncoprotéines E6 et E7. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le virus va proliférer directement. Enfin, quand la cellule hôte va proliférer, comme les kératinocytes sont des cellules qui sont en permanence en train de se régénérer, ça va entraîner une prolifération virale et donc la prolifération de ces oncoprotéines. Encore un cran plus loin. Donc là, on rentre vraiment, ça va vous rappeler vos cours de biologie moléculaire. Cette oncoprotéine E6, quelle est son action ? En fait, elle va venir provoquer la dégradation de P53. P53, c'est le gardien de l'intégrité du génome.
c'est un régulateur très important. Ça va éviter que la machinerie cellulaire s'emballe et qu'on ait une prolifération cellulaire incontrôlée. Donc E6, cette protéine va venir inactiver P53. Et si on n'a plus ce P53, ça va aboutir à une prolifération cellulaire incontrôlée et à la résistance à l'apoptose. En parallèle, l'oncoprotéine E7, elle va faire à peu près le même travail, mais sur un autre verrou cellulaire qui s'appelle la protéine du rétinoblastome. Là encore, le fait d'avoir cette fixation de cette oncoprotéine sur RB, ça va provoquer son ubiquitination, sa dégradation. Et donc, avec ces deux oncoprotéines virales, on va en fait faire sauter les deux principaux verrous qui permettent de contrôler le cycle cellulaire et l'apoptose. Et donc, si on a le virus qui arrive à inactiver ces deux protéines clés, derrière, c'est la porte ouverte à la cancérisation et donc à la prolifération tumorale anormale. Pour le cancer du col de l'utérus, c'est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme dans le monde et c'est aussi le quatrième cancer le plus mortel chez la femme dans le monde. En France, on a 35 000 lésions précancéreuses par an. Ce sont des lésions qui nécessitent parfois un traitement chirurgical qu'on appelle la conisation. On raccourcit le col de l'utérus et ça a des conséquences qui peuvent être importantes sur la fertilité. C'est aussi la 11e cause de mortalité par cancer en France, avec 1100 décès par an et un âge médian au diagnostic de 53 ans. Donc c'est des patientes quand même très jeunes. Et la quasi-totalité des cancers de l'utérus est liée à l'HPV, ça a déjà été dit, et c'est donc une maladie éradicable. Il y a 3 grands stades dans le cancer du col de l'utérus, les stades précoces, les stades localement avancés, les stades métastatiques. On a une classification qui s'appelle la classification internationale des gynécologues obstétriciens. Cette classification, elle est bien sûr pronostique, mais elle permet aussi d'adapter nos traitements en fonction des stades. Quand vous avez un stade précoce de moins de 4 cm, on propose de la chirurgie. Quand on a une maladie plus localement avancée, donc une maladie qui fait plus de 4 cm, souvent on peut avoir des conséquences sur les organes de voisinage. Au-delà de l'utérus, on peut avoir un envahissement des ganglions au niveau du pelvis, voire plus haut au niveau de l'abdomen. Et certains organes de proximité, la vessie, les paramètres, dans les cas extrêmes le rectum, qui peuvent être touchés. Dans ces cas-là, on fait un traitement qui s'appelle la radiochimiothérapie. On combine la radiothérapie et la chimiothérapie, suivi de curithérapie, je vais y revenir. Et dans les stades 4B, par définition, c'est une maladie qui allait faire des métastases ailleurs que au-delà du pelvis, jusque dans des organes à distance. Et là, ce sont des maladies qu'on traite par chimiothérapie, plus ou moins immunothérapie. Et vous voyez que la survie à 5 ans, elle est directement corrélée au stade de la maladie. Et vous voyez aussi que si la survie elle est extrêmement mauvaise pour les stades métastatiques, on a des bons résultats des traitements pour les stades précoces, mais on n'est pas à 100%. C'est-à-dire que même pour des stades précoces où on a un discours plutôt optimiste auprès de nos patientes, on a malheureusement quand même des récidives et des patientes qui vont décéder au cours de l'évolution de la maladie. On fait, comme toujours, un bilan d'extension dans le cancer du col de l'utérus par un TEP scanner en cas de tumeur de plus de 4 cm. Ça nous permet de vérifier qu'il n'y ait pas d'atteinte ganglionnaire et de vérifier qu'il n'y ait pas non plus de métastase à distance. Ça nous arrive aussi de faire ce qu'on appelle une lymphadenectomie de stadification. Elle est nécessaire dans certains cas de maladies localement avancées. Ça consiste à aller chirurgicalement prélever un certain nombre de ganglions, soit dans le bassin, soit au niveau de l'abdomen, le long de l'aorte. Et ça nous permet d'être certain à 100% qu'il n'y ait pas d'envahissement ganglionnaire dans ces zones-là. Et du coup, derrière, on va pouvoir adapter la radiothérapie pour définir l'extension de la zone à irradier. Donc, ça fait partie du bilan d'extension, mais c'est quand même une intervention chirurgicale. Ça se fait sous anesthésie générale par les chirurgiens gynécologiques. Et rien que cette lymphadenectomie peut avoir des complications spécifiques, lymphocèles, infections, hémorragie et douleurs. Donc, je vous ai parlé de la radiochimiothérapie, de la curithérapie. Concrètement, la radiochimiothérapie, on a pour ce qui est de la radiothérapie, on va avoir une séance par jour du lundi au vendredi pendant 5 semaines. Ça se fait en ambulatoire et la patiente va faire des allers-retours tous les jours. Et la radiothérapie peut engendrer des effets secondaires à court terme, moyen terme et long terme, essentiellement des troubles cutanés, vésicaux, digestifs et sexuels.
Pour ce qui est de la chimiothérapie, le plus souvent, on utilise un produit qui s'appelle le cisplatine. On fait une perfusion par semaine pendant toute la durée de la radiothérapie. Donc, en général, on fait 5 perfusions en tout. Ça se passe en hôpital de jour également. Là encore, des effets secondaires spécifiques, acouphènes, nausées, insuffisance rénale, anémie, neutropénie. Une fois que cette première partie du traitement par radiochimiothérapie est terminée, on fait une petite pause et on passe à la curithérapie. Elle dure 2-3 jours. Les patients sont hospitalisés en chambre plombée, en position allongée, et sont reliés à cet appareil que vous voyez sur la diapositive en photo, qui va envoyer des pulsations de radiothérapie. Et cette curithérapie, c'est en fait de la radiothérapie interne qui va permettre d'éviter les récidives locales, qui sont des complications assez fréquentes sur le moyen et long terme des cancers du col de l'utérus. Donc là, non seulement c'est très inconfortable parce qu'on est alité, il y a toutes les complications de l'alitement, et c'est des traitements qui, même s'ils sont efficaces, sont quand même très difficiles à vivre pour nos patientes. Et vous voyez que ça fait, entre le moment où vous avez le diagnostic, le bilan d'extension et la fin du traitement, il se passe souvent plusieurs mois, et c'est très lourd pour les patientes. Au stade métastatique, on a vécu tout récemment une révolution avec l'arrivée de l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est une nouvelle stratégie thérapeutique qu'on avait déjà utilisée dans un certain nombre de cancers, notamment les cancers du poumon, le mélanome. Mais dans le cancer du col de l'utérus, on a la possibilité de le prescrire que depuis très peu de temps. Je vous explique rapidement en quoi ça consiste. Quand on fait un traitement traditionnel du cancer, sur la partie bleue de l'image, on va envoyer soit des rayons, soit des produits, des médicaments qui vont être toxiques sur les cellules cancéreuses, qui vont provoquer la mort cellulaire. Mais au passage, comme on a un traitement qui est pas particulièrement ciblé, on va aussi détruire un certain nombre de bonnes cellules à réplication rapide, notamment tout ce qui est les cellules sanguines. Et du coup, ça va être responsable de pas mal d'effets secondaires. Quand on fait de l'immunothérapie, le principe est complètement différent. L'immunothérapie, c'est pas un traitement qui va agir directement sur les cellules tumorales. L'immunothérapie va venir booster les lymphocytes T du patient, qui, à mesure que le cancer s'installe, ont en quelque sorte un peu perdu de leur réactivité. Et le fait de faire de l'immunothérapie, ça va venir les rebooster. Et c'est le propre système immunitaire du patient qui va retrouver cette faculté que le système immunitaire a naturellement et détruire les cellules cancéreuses. L'avantage, c'est que les lymphocytes T vont arriver à reconnaître spécifiquement les cellules tumorales, donc ça va être un traitement très spécifique. Et l'autre avantage, c'est que les lymphocytes T ont une fonction mémoire qui fait que quand l'immunothérapie fonctionne, en général, elle fonctionne très longtemps. Cette immunothérapie... Docteur Ebert, si je me permets de vous interrompre, il vous reste à peu près 3 minutes. Ouais, et je vais enchaîner sur l'ORL, ça va être bien. Donc, cette immunothérapie, on la combine avec notre chimiothérapie classique qui s'appelle carboplatine paclitaxel. Donc, on fait 6 séances. Et on y ajoute aussi, quand on peut, un traitement anti-angiogénique qui s'appelle le bevacizumab. Et donc, une fois que la patiente a terminé cette combinaison de 3 à 4 traitements, la chimiothérapie s'arrête et on poursuit uniquement une maintenance avec immunothérapie plus ou moins bevacizumab pour un maximum de 2 ans. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que parfois le système immunitaire s'emballe sous l'effet de l'immunothérapie et on peut avoir des effets indésirables graves, parfois complètement imprévisibles, qui sont liés à cette suractivation du système immunitaire. Pour aborder ça sous un angle un petit peu plus scientifique, je vous montre la présentation, l'article scientifique qui a été publié dans le New England Journal of Medicine en 2021. Vous connaissez probablement ces courbes qu'on appelle des courbes de survie. En bleu, on a les patientes qui ont reçu l'immunothérapie en combinaison avec carboplatine, Taxol et bevacizumab quand c'était possible, comparativement aux patientes qui n'ont eu que la chimio sans l'immunothérapie. On voit que les patientes qui ont eu pembrolizumab vivent plus longtemps, avec à 24 mois, 53% de patientes qui sont toujours vivantes sous immunothérapie, contre seulement 42% de placebo. Donc on a une réduction quand même très importante du risque de décès. Et vous voyez que c'est pas non plus la panacée. On a un certain nombre de patientes chez qui ce traitement va fonctionner longtemps.
mais il reste quand même énormément de patientes pour lesquelles on va être très démunis parce que même avec l'immunothérapie, on ne va pas arriver à contrôler la maladie. Les autres cancers pelviens liés au papillomavirus, c'est le vagin, la vulve, le canal anal. La prise en charge, elle est globalement similaire au col de l'utérus avec toujours des combinaisons de chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. La chirurgie a une place un petit peu plus importante dans le cancer vulvaire lié au papillomavirus. Mais attention, contrairement au cancer du col de l'utérus, tous les cancers de la vulve ne sont pas HPV induits. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les cas, du fait de la localisation de ces maladies, on peut avoir de lourdes séquelles sur le plan génito-sphinctérien. Alors, on a des traitements lourds qui permettent d'avoir des survies quand même importantes, qu'on arrive à améliorer avec le temps, mais c'est souvent au prix d'une qualité de vie très dégradée. Et on se remet pas comme ça d'une radiochimio du cancer du col à 53 ans en médiane. On a une vie sexuelle, on a une vie sociale, on peut avoir des complications sur du type fuite urinaire, problème de continence sphinctérienne, etc. On peut retenir aussi que le pronostic dépend quand même clairement du stade de la maladie et que quand on a une atteinte ganglionnaire, ça augmente le risque de récidive métastatique. Donc, je vous propose d'enchaîner sur les cancers ORL liés à l'HPV qui sont en fait dans la continuité déjà de ce que je vous ai expliqué. Les cancers ORL liés au papillomavirus, peuvent toucher l'oropharynx, la cavité buccale ou le larynx, mais ils touchent rarement le nasopharynx et les cavités nasales. Donc là, c'est toujours le même principe. On a un continuum entre les lésions précancéreuses et les lésions cancéreuses. Et les conséquences d'une atteinte de cette zone anatomique-là, ça va être des conséquences pour manger, parler et respirer. À la différence des cancers gynécologiques, tous les cancers ORL ne sont pas liés à l'HPV. On estime qu'environ 10 à 20% des cancers ORL sont liés au papillomavirus. Ce sont quand même des cancers qui restent dans l'immense majorité des cas liés à la consommation d'alcool et de tabac. Donc si on prend la globalité des cancers ORL, on a 10 000 nouveaux cas par an en France, dont environ 1200 sont liés à l'HPV. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'on peut tout à fait avoir un cancer ORL en étant non-fumeur et non-buveur. Pourquoi ? Parce que le papillomavirus, on peut contaminer cette sphère ORL au moment de rapports orogénitaux. Il y a quelques spécificités des cancers ORL liés à l'HPV. Donc le papillomavirus, on va avoir essentiellement des cancers de l'oropharynx. Ça va toucher plutôt des sujets plus jeunes. En proportion, il va y avoir plus de femmes touchées par le papillomavirus. Et ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant pour les oncologues et pour développer des traitements. Quand on a un cancer ORL qui est lié au papillomavirus, je vous ai dit que ça venait dérégler la machinerie cellulaire et inactiver certaines protéines qui sont extrêmement importantes. Et donc, on va observer dans le code génétique des tumeurs liées au papillomavirus des anomalies génétiques qui sont pas les mêmes que celles qu'on peut retrouver en cas de cancer ORL lié à la consommation d'alcool et de tabac. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que quand on a un cancer qui est lié au papillomavirus, ça a un meilleur pronostic avec souvent des meilleures réponses aux traitements utilisés. Les traitements, tout ce qui est bilan d'extension, c'est le même principe. Chaque fois qu'on a un diagnostic de cancer, on va venir vérifier l'extension, voir quels sont les organes touchés. On peut donc avoir des stades localisés qu'on peut traiter. C'est toujours le même principe. Chaque fois qu'on peut, on essaie de faire de la chirurgie. Si la chirurgie est trop délabrante, avec de trop lourdes séquelles, on peut faire une combinaison de radiochimiothérapie. Mais là, peut-être la différence un peu plus marquée par rapport au cancer gynécologique, c'est que on peut mourir quand même largement d'un stade localisé. Autant dans le cancer du col de l'utérus, plus c'est avancé, plus c'est grave. Dans les cancers ORL, on peut avoir des complications mortelles, même pour des stades très localisés, parce que si votre maladie est mal placée et que vous avez des conséquences sur la déglutition, sur la respiration, on peut mourir même sans avoir de métastase à distance. Pour les stades métastatiques, là encore, c'est les principes généraux de l'oncologie. Et au stade métastatique, c'est assez rare qu'on propose des traitements de type radiothérapie, chirurgie. On fait plutôt des combinaisons de chimiothérapie
d'immunothérapie. Je vous ai parlé de l'immunothérapie dans le cancer du col de l'utérus. C'est aussi arrivé dans les cancers ORL. On peut de plus en plus prescrire de l'immunothérapie. Mais là encore, c'est pas un traitement miracle. Ça ne profite pas à tout le monde et on a une espérance de vie qui reste relativement médiocre. Donc, en conclusion, pour les cancers ORL HPV induits, on peut retenir que le traitement est lourd à tous les stades. Et pour les stades précoces comme pour les stades localisés, on va avoir des séquelles extrêmement invalidantes en raison de la localisation anatomique de ces types de cancers. Pour le cancer du col de l'utérus, le pronostic est plus dépendant du stade de la maladie, mais on peut avoir des récidives même à des stades initialement très localisés. On peut avoir aussi un retentissement majeur du traitement chirurgical du cancer du col sur la fertilité. Donc, bien sûr, heureusement, tout le monde ne meurt pas de ces lésions précancéreuses. Mais pour une femme derrière, avoir des difficultés à tomber enceinte, à avoir des enfants, c'est quand même toute une vie qui est bouleversée, potentiellement. L'arrivée de l'immunothérapie, c'est quelque chose qui a été pour nous, oncologues, une vraie révolution pour les patientes au stade métastatique. Mais malheureusement, ça ne profite pas à tout le monde. On continue de chercher de façon très très intense ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire des signes, des marqueurs qu'on peut identifier au microscope ou en faisant des analyses biologiques qui nous permettraient de bien identifier les patientes chez qui l'immunothérapie peut fonctionner. Et donc, pour essayer d'augmenter l'efficacité de l'immunothérapie, ça concentre beaucoup de nos efforts de recherche actuellement. On essaie vraiment d'optimiser les traitements par immunothérapie. Mais nous, oncologues, on arrive vraiment au bout de la chaîne. Quand nous, on voit un cancer du col, quand une patiente avec un cancer du col vient voir l'oncologue, c'est quand même qu'on est déjà dans des stades localisés. Et moi, ça me désespère, vraiment, de voir toutes ces patientes qui sont dans des situations tellement difficiles à vivre, alors qu'on a un vaccin, d'une part, et aussi un dépistage organisé. Donc, je pense qu'il faut vraiment retenir ça. On ne devrait pas mourir d'une maladie pour laquelle on a un vaccin et qui est éradicable. Je vous remercie pour votre attention et je me permets de souligner aussi que je prends la parole au nom du collectif HPV Prévention Vaccination qui regroupe un certain nombre de professionnels de santé impliqués dans la vaccination. Donc, ce collectif est en train de prendre ses repères petit à petit et on espère qu'en alliant tous nos bonnes volontés, on arrive à avoir une meilleure couverture vaccinale et donc à terme, moi j'aimerais beaucoup ne plus avoir à soigner ces patientes-là. Merci pour votre attention et donc je prendrai toutes les questions à la fin. Merci beaucoup, Dr Ebers. Alors dans le chat, nous avons déjà pas mal de questions. On les a bien notées et voilà, on essaiera d'y répondre au maximum à la fin des différentes interventions. Je vais laisser donc maintenant la place au docteur Homel, donc qui est le chef de service du centre de vaccination internationale des hôpitaux de Strasbourg. Donc pour vous parler cette fois-ci donc de la vaccination HPV avec les rappels des recommandations, donc des schémas et des vaccins. Merci de me donner la parole. Je suis bien ravi de parler de ce sujet qui me passionne maintenant depuis de nombreuses années. Alors, normalement, vous avez mon diaporama. Voilà, donc c'est bon ? Ok. Voilà. Donc, je vais parler des schémas vaccinaux et peut-être positionner un peu le contexte de la vaccination. Il sera utile pour les professionnels de santé d'avoir des argumentaires, de comprendre le pourquoi du comment pour pouvoir effectivement argumenter et amener les parents un peu hésitants à faire vacciner leur adolescent. Voilà, mais il y a un intérêt. Alors, juste rappeler peut-être le premier point qui pourrait être une conclusion, mais je crois qu'aujourd'hui, clairement, et plein de pays y sont déjà, il faut une vaccination HPV universelle. C'est une nécessité éthique, individuelle, collective, pour plein de bonnes raisons et plein de raisons importantes. D'abord, toute vaccination permet bien évidemment d'obtenir une protection directe, donc
Jusqu'à présent, effectivement, très longtemps, on avait acté que la vaccination des filles pour la prévention du cancer du col, mais il y a aussi des cancers chez les garçons, donc on se vaccine, on est protégé effectivement soi-même. C'est aussi de réduire la transmission de virus et donc finalement de protéger les uns les autres, notamment par cette immunité collective, mais elle est quand même liée à une couverture vaccinale élevée et donc vous avez bien compris que la situation n'est absolument pas optimale en France, alors que dans nos pays voisins, je vous le montrerai encore tout à l'heure, on a des couvertures qui dépassent largement 80%. Le but du jeu, c'est vraiment d'éliminer non seulement le cancer du col de l'utérus, mais les cancers de façon générale. Donc plus on vaccine, moins il y aura effectivement de cancers. Donc pour des raisons éthiques, très longtemps, ne vacciner que les filles, on recommandait que la vaccination chez les filles. Les Australiens ont été les premiers à mettre cette vaccination garçon en place. On a des recommandations particulières, comme ça a déjà été évoqué effectivement au préalable, notamment pour la population HSH, où il y a une recommandation effectivement un peu particulière jusqu'à 26 ans. Mais du coup, c'est une orientation sexuelle qui fait une indication, alors que l'universalité ferait une vaccination non genrée, sans distinction d'activité sexuelle, donc vacciner garçons et filles, et puis finalement largement au-delà de l'âge actuel. Donc ça permettrait aussi de désexualiser cette vaccination et ça, du coup, plus simple d'aborder la problématique chez les mamans lorsqu'on a des adolescents en face de soi. Puis je rappelle aussi l'objectif de l'OMS qui est cette élimination des cancers, notamment le cancer du col, pour 2030 et on serait quand même en France le dernier pays où on continuerait à voir mourir des femmes comme Dr Herbst l'a bien dit au préalable. Juste très rapidement aussi rappeler que la prévention, lorsqu'on parle de vaccin, c'est la prévention primaire. Il existe une prévention secondaire, ça a été bien rappelé, mais elle n'est possible que pour le cancer du col. Elle est pour les femmes de 25 à 65 ans avec par frottis un test cytologique de 25 à 30 ans et à partir de 30 ans un test HPV. Ceci dit, elle est pas faite de façon optimale en France. Seuls 58% des femmes se font dépister et j'ai l'habitude de répéter, malgré le frottis pour la prévention du cancer du col, 3 femmes meurent d'un cancer du col tous les jours. Donc, vous voyez sur la carte de France, effectivement, une certaine inégalité, enfin, une hétérogénéité en ce qui concerne ce frottis. Mais c'est surtout aussi de rappeler, il n'y a qu'un dépistage possible secondaire pour le cancer du col et que si on additionne tous les autres cancers, donc chez les hommes et chez les femmes, au final, on en a même encore plus que le cancer du col. Donc là, on ne peut agir que par une prévention primaire et donc faire de la vaccination. Alors, la vaccination, ça a été souvent une grande question et ça, c'était un peu la problématique en France, puisqu'on a trop sexualisé d'emblée cette vaccination. Alors, est-elle efficace qu'avant le début de la vie sexuelle ? Alors, ça, ce sera un peu pour l'avenir, mais je pense que c'est important de le préciser. Et on a énormément de données pour des adultes jeunes où aujourd'hui on peut affirmer qu'effectivement la grande majorité de ces adultes jeunes ne sont pas infectés par l'HPV. Donc c'est pas parce qu'on a passé le cap des 20 ans chez les garçons et les filles que du coup la vaccination n'a plus aucun intérêt, bien au contraire, puisque on peut toujours s'exposer au papillomavirus toute sa vie, mais en tout cas les adultes jeunes majoritairement ne le sont pas. Lorsqu'on est infecté ou lorsqu'on est en cours d'infection, dans 90% des cas, il s'agit d'une infection à un type de papillomavirus. Donc là aussi, on peut potentiellement se protéger toujours encore des 8 autres types de virus. Et puis, ceux qui sont infectés, en fait, on n'entraîne pas une immunité naturelle, elle est extrêmement mauvaise, et encore pire chez les hommes que chez les femmes, et donc il y a toujours possibilité de se réinfester avec le même virus. Donc là aussi, l'importance finalement de continuer à vacciner bien au-delà de l'âge de 20 ans. Donc ça, c'est pour l'avenir. On peut espérer qu'effectivement, on aura cette vaccination universelle avec une tranche d'âge bien plus élargie qu'aujourd'hui. Donc, finir sur ces infections fréquentes, elles le sont toutes au long de la vie, pas de façon égale entre les hommes et les femmes. Les hommes sont beaucoup plus exposés à ce risque infectieux parce qu'ils fabriquent largement moins d'anticorps. De façon globale, après une infection, les anticorps qui apparaissent naturellement sont en fait très peu neutralisants, et ce qui explique en fait ces possibilités de réinfestation toute sa vie. Mais donc, je répète, largement plus chez les hommes que chez les femmes. Il y en a peut-être encore, alors surtout peut-être du côté des parents, j'espère moins du côté des professionnels de santé qui se posent la question, mais effectivement, est-ce que la vaccination est efficace ? Est-ce qu'elle a fait la preuve sur la prévention de ces cancers ?
Autant quand le vaccin est sorti, on pouvait raisonnablement se poser la question, autant aujourd'hui, on est en vraie vie des données de vaccinologie sur un recul de 15 ans quasiment. Et donc, on peut affirmer effectivement les choses. Oui, le vaccin prévient les lésions précancéreuses et protège des cancers. Alors, cette étude américaine qui est en fait une étude, si vous voulez, avant vaccination, après vaccination, qui a bien montré, avec une population quand même plutôt bien vaccinée de 60%, on a montré qu'effectivement, on avait une forte réduction de ces lésions précancéreuses. Les virus ne circulant plus, il n'y a plus de lésions précancéreuses qui apparaissent, tout particulièrement chez les 18-24 ans. De 61%. Et vous voyez, quand je disais tout à l'heure qu'on peut toujours protéger même au-delà de 20 ans, et là, l'étude américaine avait bien montré que même dans la tranche des 20-24 ans, on pouvait réduire de plus de 85% ces lésions, des lésions précancéreuses par la vaccination. Et cette fameuse étude que vous avez sûrement, une grande majorité d'entre vous, déjà vue ou entendu parler, c'est l'étude suédoise qui a montré que dans les populations, donc aussi une courbe, une incidence donc qui augmente avec le temps chez les femmes non vaccinées, c'est la courbe en rouge, alors que lorsqu'on vaccine, bien évidemment tôt, par exemple là avant 17 ans, c'est là où on avait l'effet le plus important sur la réduction effectivement du cancer, mais même au-delà de cet âge-là, et dans cette étude, ils sont allés jusqu'à 30 ans, même là on a plus de 50% de réduction des cancers, donc on a toujours un bénéfice. Donc là, on peut aujourd'hui dire oui, le vaccin est efficace pour faire la prévention des cancers. Et alors, le Graal, ce serait aujourd'hui l'Australie, c'est l'Australie, ou ça va être l'Australie, qui nous a annoncé il y a quelques années que d'ici la fin de la décennie, ils vont avoir atteint effectivement une élimination du cancer, en poursuivant bien évidemment la vaccination, non seulement, mais aussi les frottis de dépistage. Et donc, on va pouvoir annoncer, effectivement, l'Australie, qu'ils ont éradiqué le cancer du col. Donc, c'est tout à fait, bien évidemment, possible. Alors, toujours avoir en l'esprit, dans la première présentation, on avait déjà évoqué donc ces problématiques de couverture vaccinale. On a en France effectivement une marge de progression française. J'aurais pu vous montrer plein de dias sur les couvertures vaccinales. Avant la pandémie Covid, on était tombé à quasiment 24% de couverture vaccinale. Vous voyez que dans nos pays voisins, comme l'Espagne par exemple, l'Angleterre, enfin l'Espagne qui est un pays du Sud, un pays latin, ils arrivent à avoir 80%. Et pourquoi donc pas en France, où la couverture est donc très loin de l'objectif des 80% à atteindre rapidement. Donc la couverture est encore plus faible chez les garçons. Bon, ça peut se comprendre parce que la recommandation est relativement récente. Nous nous sommes battus pas mal de ceci avant. Souvenez-vous, en 2019, pour que la vaccination soit indiquée pour les garçons. La pandémie est arrivée, ça a un peu rendu plus complexe le début de cette vaccination. En 2022, on a 12%. Non, je vous ai pas mis la courbe, j'aurais dû. Juste pour le dire oralement, on a pu faire des comparatifs entre les différents pays, de savoir à quelle couverture vaccinale ils sont arrivés au bout d'une année de mise en place de la vaccination Covid. Je vais juste vous citer un pays, c'est la Suède. Alors d'abord commencer par l'Australie. L'Australie, donc il y a une dizaine d'années, en 2012, et au bout d'un an, ils étaient arrivés à 30%. Mais un pays qui a introduit la vaccination plus récemment, en 2020, c'est la Suède, et en une année, ils avaient obtenu 80%, plus de 80% de couverture vaccinale chez les garçons, à au moins une dose. Donc on peut tout à fait y arriver. Alors c'est vrai qu'ils font de la vaccination aussi dans les écoles. Donc on a une marge de progression extrêmement importante à faire. Alors, donc on prend tout ce contexte, souvenez-vous, on a commencé la vaccination comme les Australiens en 2007. Et malheureusement, en 2007, on a commencé par ce que j'appellerais les deux péchés originaux. D'abord, une vaccination que l'on a introduite qu'à l'âge de 14 ans, alors que tous les autres pays commençaient effectivement à l'âge de 11 ans. Ça, c'est le premier péché original. Le deuxième péché original, c'est d'avoir dit, mesdemoiselles, si vous avez déjà eu une activité sexuelle ou un rapport sexuel il y a plus d'un an, malheureusement, vous ne serez plus dans l'indication de la vaccination. Ce qui est, au vu des données que je vous ai présentées et que l'on a aujourd'hui, effectivement, fort regrettable. Ensuite, nous avons eu droit, comme il y a 30 ans sur la vaccination à l'hépatite B, plein de polémiques sur cette vaccination qu'on a accusé d'être à l'origine de sclérose en plaques. Je ne citerai pas un certain monsieur Joyeux qui a, sur les réseaux sociaux, notamment sur Internet, diffusé des fake news.
et qui fait qu'on se retrouve finalement aujourd'hui dans une situation extrêmement hétérogène de couverture vaccinale. Vous voyez sur la France, la carte à gauche, on pourrait tirer un trait, une diagonale partant du sud-ouest jusqu'au nord-est. Et dans la partie sud, en dessous de cette ligne, vous voyez qu'effectivement les couvertures vaccinales sont extrêmement faibles. L'Alsace en fait partie et c'est fort effectivement regrettable. À droite, vous verrez donc les données d'évolution. On progresse enfin sur cette couverture vaccinale, mais si on se concentrait par exemple juste sur le Grand Est, en fait il y a 20 points de différence entre le département qui vaccine le mieux, qui est la Meurthe-et-Moselle, et le département qui vaccine le moins, qui est malheureusement le Haut-Rhin. Donc 20 points de différence, c'est quand même extrêmement important. Voilà, bon ça c'était ce que je vous disais tout à l'heure, en fait j'ai mis la dia ici, donc pour comparer la France, au bout d'un an on était à 6%, donc vous voyez qu'on est maintenant atteint 12% en 2022, donc la Suède qui était à plus de 80% au bout d'une année, c'est quand même extrêmement important. Tout à l'heure aussi, on avait évoqué l'hésitation vaccinale. Alors, j'aime bien cette étude qui a été réalisée en Lettonie. On avait posé la question. Ça reprend un peu les mêmes messages que tout à l'heure, mais je crois que c'est important de le répéter. Lorsqu'on pose la question au niveau des adolescents, pourquoi est-ce que tu n'as pas été vacciné? C'est la méconnaissance totale de l'existence de ce vaccin, de ne pas avoir été informé qu'on pouvait le faire. Moi, il y a un chiffre toujours qui m'embête et qui me révulse, bien que faible, mais c'est quand même près de 7% où la vaccination n'a pas été faite parce que le médecin de famille ou un autre spécialiste avait dit de surtout pas faire le vaccin. Et puis du côté des parents, c'est souvent les argumentaires habituels pour les hésitations sur les vaccinations, mais là pour l'HPV, ça va être la peur des effets indésirables, de dire que finalement le vaccin est trop récent, qu'il n'a pas montré l'efficacité. C'est là peut-être aussi... Rommel, je vais vous annoncer qu'il vous reste un peu plus de 2 minutes pour... D'accord, j'arrive au bout. Que le vaccin n'est pas efficace et trop récent. Donc là aussi, finalement, une méconnaissance. Et là, finalement, ce qui est aussi un peu rassurant, c'est que les médecins généralistes restent en deuxième position sur les sources d'information des parents. Donc, nous avons, nous, professionnels de santé, un rôle extrêmement important. Alors, je vous ai mis là un petit verbatim que j'ai pu entendre pendant la période Covid, où nous avons vu passer beaucoup d'étudiants et étudiantes sur la vaccination Covid. Et donc, bien évidemment, j'en profitais systématiquement pour poser 2-3 questions sur les vaccins, comme le méningo C et bien sûr l'HPV. Alors, je vous lis les verbatim et on pourra peut-être discuter tout à l'heure. Voilà, j'ai pu entendre, je ne me sens pas concerné parce que je suis vierge, je fais attention. Je me posais la question, comment fait-on attention? Je n'ai pas de relation sexuelle, je prends la pilule. On m'a dit que c'était trop tard, mon médecin m'a dit de ne pas le faire. Et puis, le pompon, ça a été quand même une étudiante de 6e année qui m'a dit, je ne l'ai pas fait parce que c'est pas obligatoire. Voilà, j'en dirai pas plus, mais j'en pense pas moi. Donc, en France, je rappelle, 0 vaccin, c'est 0 protection. Nous n'avons pas d'immunité collective. Donc, pour le schéma vaccinal, je vous apprendrai rien. Nous avons donc ces 2 vaccins, donc le non-avalant pour toute nouvelle vaccination, non-avalant en 2 doses entre 11 et 14 ans à 6 mois d'intervalle, et en 3 doses à partir de 15 ans jusqu'à 19 ans ou jusqu'à 26 ans pour les HSH, et selon les vaccins à utiliser, M0, M2, M6 ou M0, M1, M6. Toute dose compte. Ça, c'est en termes de vaccination, c'est le même principe pour tout vaccin, mais là, toute dose compte. Donc, lorsqu'il y a du retard, on termine la vaccination et le schéma que l'on termine, c'est toujours en fonction du début, c'est l'âge de début de vaccination qui compte pour terminer la vaccination. Le profil de tolérance est tout à fait satisfaisant. Là aussi, on a un recul suffisant avec plus de 458 millions de doses distribuées. On sait de quoi on parle et donc on n'a aucun message d'alerte. Et peut-être sur celui-ci qui est le plus important, c'est celui de la Société francophone de sclérose en plaques qui dit les vaccins ne sont pas associés à une poussée de sclérose en plaques ou à un diagnostic de sclérose en plaques, que ce soit l'hépatite B ou que ce soit le vaccin HPV. Et je terminerai avec ma dernière dia, avec une nouvelle règle arithmétique que j'aime beaucoup, 1 + 2 = 6. Un vaccin en 2 doses fait quand même la protection de 6 types de cancers. Donc, il faut profiter de toutes les occasions dans nos consultations pour promouvoir cette vaccination HPV, puisque pas de vaccin HPV, c'est une terrible perte de chance pour les filles et pour les garçons. Voilà, je vous remercie et je serai à vos questions tout à l'heure. Merci, Dr Rommel, pour ces données très intéressantes. Alors, on a beaucoup de questions dans le chat. Je sais pas, on pourra pas répondre à tout, mais on apportera les réponses écrites sur le site de l'ARS avec le lien en replay à terme du webinaire. Mais on essaiera quand même de répondre à quelques-unes d'entre elles. Il y a beaucoup de réactions. Alors, je laisse la parole à Madame Bichat
pour conclure en tant que dernière présentatrice de ce webinaire, donc Madame Bichat, sage-femme libérale à Lunéville, en Meurthe-et-Moselle, qui va nous parler de l'abord du sujet vaccination avec HPV avec les adolescents et leurs familles. Je vous laisse parler de votre retour d'expérience et de votre vision du terrain en cabinet. Merci beaucoup, Madame Bichat. Merci à vous. Alors, du coup, moi, un petit retour de terrain. Alors, déjà, je trouve que c'est super chouette d'avoir fait une bonne revue des chiffres parce que c'est toujours bon de se les remettre en tête, même si on est déjà convaincu, mais voilà, ça nous permet de remettre des chiffres à jour et de pouvoir, du coup, les redistribuer aux patients. Moi, je fais du suivi gynéco depuis 2018 à peu près. Donc, à savoir que les sages-femmes font du suivi gynéco depuis 2009, donc elles sont normalement toutes habilitées à pratiquer les suivis gynéco de toutes les femmes, quel que soit leur âge. Moi, j'ai pris l'habitude quand j'ai des patientes qui me parlent de leur adolescente à la maison, de proposer systématiquement une ouverture de dossier pour ces jeunes filles. On parlait de prime abord de la vaccination, mais ça me permet de faire un petit peu de prévention sur leur vie de femme, leur féminité, le cycle, leur sexualité, etc. Et ça permet surtout à ces jeunes filles de savoir qu'il y a un dossier ouvert chez une sage-femme soumise au secret médical et que, en cas de besoin, dans leur vie de femme ou autre souci, elles peuvent tout à fait revenir me voir. Et donc, au cours de cet entretien, quand je fais l'ouverture de dossier, j'en profite du coup à ce moment-là de parler vaccination HPV. Moi, je constate qu'elles sont quand même assez plutôt pas tellement réfractaires quand on leur explique bien les choses. Alors effectivement, il y a beaucoup de méconnaissances sur le sujet et je reprends ce qu'ont dit les médecins précédemment sur les motifs en général de non-vaccination. On en retrouve effectivement beaucoup en commun. Mais je trouve que globalement, quand on leur explique l'intérêt, les chiffres et ce que ça engage, elles sont plutôt conciliantes et plutôt OK pour être vaccinées. Puis le fait d'avoir ouvert un dossier, de les avoir mis en confiance aussi, de savoir que nous, on peut vacciner également. J'ai plutôt un bon retour à ce niveau-là. Un bon retour en tout cas à celles à qui je propose, celles qui viennent me voir en rendez-vous. En moyenne, je vaccine, on va dire, entre 10 et 15 jeunes filles par an, donc c'est quand même pas énorme. Je pense qu'on peut effectivement augmenter ces chiffres-là. J'ai encore pas eu l'occasion de vacciner les garçons parce que c'est assez récent et ils ont peut-être pas encore le pli. Pour un garçon, aller voir une sage-femme, il y en a à qui ça peut faire encore un peu drôle. Donc, j'ai pas encore eu cette occasion-là. Mais voilà, globalement, je trouve qu'elles sont plutôt OK quand on leur explique, quand on leur explique quelques chiffres, notamment les 3 personnes par jour qui peuvent décéder suite à cette infection et à ce cancer. Quand on leur parle aussi du nombre d'injections en fonction de l'âge, ça peut aider les plus réfractaires, en tout cas, à pas le faire maintenant. Et puis, bien sûr, j'insiste bien sur le fait que c'est assez facile, rapide et totalement remboursé. Donc, c'est plutôt accepté positivement. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas à mon niveau en tant que sage-femme pratiquant la vaccination sur le retour de terrain. J'espère que ce webinaire permettra du coup d'augmenter les chiffres des jeunes femmes vaccinées et des garçons pour le coup. Mais voilà, on continue le combat et puis merci en tout cas pour cette opportunité intéressante de rappel de chiffres entre autres. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'avais pas fait de petit diapo, mais comme c'est un retour de terrain, plutôt assez succinct. Merci beaucoup, Madame Bichanan. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obligation de diaporama. Effectivement, on voulait conclure un petit peu avec votre intervention pour avoir un petit peu une vision de terrain, sachant qu'on a déjà, alors il y a déjà Sophie Raguet et Christophe Hommel qui ont abordé le sujet des questions qui reviennent le plus, des remarques des usagers qui reviennent le plus souvent. Voilà. Alors effectivement, je vais prendre un petit peu les questions dans l'ordre tel qu'elles nous arrivent puisqu'on essaie de faire de la modération en même temps. On avait une première question sur les effets secondaires des vaccins et les résultats chiffrés. Donc, je vais peut-être passer la parole au docteur Hommel, si ça vous va. Docteur Hommel, vous êtes toujours parmi nous. Oui, je suis alors, voilà, moi j'avais quelques éléments de réponse, mais je vous laisse
Je vous laisse la parole. De chiffres précis sur les effets secondaires, j'en aurais pas, mais on retrouvera des choses tout à fait classiques sur les effets secondaires habituels, comme tout vaccin. Alors peut-être une première chose, c'est de prévenir les adolescentes ou adolescents que l'on vaccine que au moment de l'injection, ça peut faire extrêmement mal. Voilà, mais après sur les effets secondaires, on aura des choses classiques, une petite réaction loco-régionale. De la fièvre, c'est tout à fait possible, mais rien de très particulier qui ressort dans le suite de la vaccination. Voilà, ouais, effectivement, pour rappel, vous avez pour vous et votre patientèle mesvaccins.net et également le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui permet de faire un guichet de déclaration pour tout événement désirable survenu au décours ou à la suite de la vaccination, et vous avez pas mal d'éléments chiffrés sur mesvaccins.net, notamment sur le Gardasil 9 avec ce qu'a dit mon confrère le docteur Rommel. On est sur le classique douleur au point d'injection, fièvre céphalée. Bon, il y a ces éléments-là sont un peu plus rapportés dans les groupes qui avaient des vaccinations concomitantes DTP versus les groupes qui avaient uniquement la vaccination Gardasil 9. Mais voilà, il y a rien d'extraordinaire sous le soleil par rapport à ça, quoi. C'est des effets indésirables classiques de vaccination. En termes il y avait une seconde question sur, en pratique, comment se passera la vaccination au sein des collèges et qui interviendra. Alors, je laisse ma collègue peut-être Anaïs prendre un petit peu la parole. Donc Anaïs Simon, chef de projet de déploiement de vaccination pour la RS Grand Est. Alors concrètement, donc les effecteurs de cette vaccination, les acteurs de cette vaccination vont être principalement les centres de vaccination de chaque département, et pourront venir en renfort les professionnels de santé libéraux, donc qui sont habilités ou à prescrire ou à vacciner, mais donc par exemple des infirmiers libéraux pourront venir en renfort de cette vaccination sous condition qu'il y ait un médecin au même moment que l'infirmière à l'école pour pouvoir prescrire donc du coup cette vaccination. Alors à savoir que effectivement il y a un élargissement des compétences de prescripteurs qui sont prévus donc aux IDE et aux pharmaciens. Donc voilà, on est en attente des textes officiels qui préciseront cet élargissement. Et donc voilà, ça sera principalement donc les effecteurs de cette vaccination. Quant à la médecine scolaire en tant que telle, donc eux seront vraiment le relais de l'information et de la communication auprès des parents d'élèves. Après, si effectivement il y a des médecins scolaires ou des infirmières scolaires qui souhaitent donner un appui à cette vaccination, ce sera toujours possible. Mais voilà, vraiment, ce seront les centres de vaccination qui seront à la manœuvre en tant qu'effecteurs sur cette vaccination en milieu scolaire. Voilà, en fait, pour compléter les propos de ma collègue, cette campagne, elle est organisée avec différents acteurs à l'échelle de la région et en déclinaison dans les départements. Il y a l'ARS qui est en pilotage en lien avec les services de l'éducation nationale et les chefs d'établissement, et en lien avec nos centres de vaccination, comme l'a dit Madame Simon, ma collègue, qui vont armer des équipes mobiles et les équiper pour se rendre dans les différents établissements et les classes de 5e. Bon, c'est toute une logistique. Très concrètement, cette vaccination sera déployée au sein des établissements scolaires en 2 temps. Parce que, comme l'a dit le docteur Rommel, sur ces tranches d'âge, on est sur un schéma vaccinal en 2 doses espacées d'environ 6 mois. Sachant que si on souhaite boucler l'année scolaire avant le mois de juin 2024, il nous faudra avoir terminé les premières doses au sein des collèges pour la mi-décembre au maximum. Donc on a actuellement, avec les équipes de logisticiens de l'Agence régionale de santé et en lien avec les services du rectorat, des simulations des rythmes à adopter et des nombres d'équipes mobiles à déployer en région pour qu'on puisse boucler le calendrier dans les temps. Donc ce qui est actuellement à l'étude et ce qui vaudra lieu d'un déploiement effectif à partir de la mi-septembre, la fin septembre. Il faut savoir qu'il y aura des temps dédiés pour informer les familles. Il y a un premier temps de communication qui est parti là en lien avec l'éducation nationale aux familles des jeunes de 6e, donc en amont des vacances de l'été 2023, les jeunes de 6e qui seront
à la rentrée en 5e. Il y a également un temps de communication qui sera impulsé par l'Institut national du cancer durant l'été. Donc c'est aussi le but de ce webinaire, c'est de vous préparer à avoir éventuellement un peu plus de questions des familles de vos patients durant l'été. Et il y aura également des temps de communication vers les familles qui seront à départ des établissements scolaires au décours de la rentrée pour leur donner des informations générales par rapport à tout ça. Voilà, donc c'est vrai qu'il y aura pas mal de temps de communication autour de cette campagne qui auront lieu durant l'été. Et à ce titre, on aimerait bien également proposer un second webinaire aux professionnels de santé impulsé par l'ARS au décours de la rentrée, donc courant septembre 2023 également. Alors, on avait d'autres questions sur les effets indésirables, donc on y a pas mal répondu. Alors, j'ai une question assez précise sur un schéma vaccinal. Donc, je vous lis la question. Je pense que c'est aussi pour le docteur Romel. Je vais essayer de trouver des questions pour nos autres confrères et collègues. Alors, comment rattraper une vaccination quand une jeune femme de 13 ans a eu sa première vaccination? Ensuite, il y a eu des Covid intercurrents, donc le médecin a dit d'attendre un peu. La jeune fille a à présent 15 ans. Peut-elle faire sa seconde dose ou doit-on tout reprendre? Donc, première dose à 13 ans et la jeune fille a à présent 15 ans, donc 2 ans. Ouais. 2 ans de différence. Ça va être la situation assez fréquente. Je vois plein de mauvaises et bonnes raisons d'oublier le rappel à 6 mois ou 1 an. Ouais. Donc, j'avais dit tout à l'heure, toute dose compte. Et donc, c'est toujours l'âge de début de vaccination qui va être primordial. Donc là, si elle a commencé à l'âge de 13 ans, c'est un schéma en 2 doses. Elle a eu sa première et donc on fait à 15 ans sa deuxième dose. On pourrait pousser le raisonnement encore plus loin. Elle en aurait 19 aujourd'hui. On termine sa vaccination en faisant sa deuxième dose qui sera considérée comme une dose de rappel. Alors, docteur Romel, vous nous confirmez que les vaccins Gardasil et Cervarix ne sont pas interchangeables s'il y a une initiation avec le... Alors que c'est vrai que c'est un peu paradoxal. Habituellement, en vaccinologie, on dit toute dose compte. Enfin, et puis les vaccins, dans la même nature de vaccins, sont interchangeables. En revanche, ce n'est pas le cas pour la vaccination HPV, puisqu'entre le bivalent et maintenant le non-avalent, on n'a pas du tout la même chose. Donc, effectivement, on termine la vaccination avec le même vaccin. Merci. Donc, on a aujourd'hui quand même beaucoup plus de vaccination avec du non-avalent, puisque c'est la recommandation officielle. Oui, sur le Gardasil 9, ouais. Ouais. Alors, j'ai une question d'une infirmière. Peut-on encore vacciner un jeune homme de 20 ans? Oui. Donc, je suppose, sous-entendu, qu'il n'a pas démarré son schéma vaccinal. Alors, ça, là, j'aime bien dans mes consultations, surtout quand j'ai des jeunes ou même des jeunes femmes en face de moi, ou en tout cas des étudiants, des lycéens, je leur dis, écoutez, je vous poserai pas de questions sur votre activité sexuelle, je m'en fous complètement. Moi, le seul discours que j'ai, vous avez l'opportunité d'éviter des cancers qui tuent, et tout particulièrement chez les femmes, le cancer du col. Donc, pour moi, un jeune homme de 20 ans, de 22 ans, 24 ans, 26 ans, aujourd'hui, je peux le vacciner. D'autant plus que s'il y a une recommandation de prise en charge du vaccin pour les HSH jusqu'à 26 ans, jusqu'à preuve du contraire, un HSH, c'est toujours un homme. Donc, aujourd'hui, un homme qui arrive en pharmacie avec une prescription à 22-24 ans, on ne lui demandera pas son orientation sexuelle. C'est pour ça aussi, dans ma présentation tout à l'heure, j'avais bien dit qu'il faut absolument qu'on arrive et que les sociétés appuient et qu'on puisse avancer sur cette vaccination et qu'aujourd'hui, on puisse vacciner de 11 ans à 26 ans sans distinction d'orientation sexuelle, etc. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les Américains, eux, ils vont même jusqu'à 45 ans. Bon, au-delà de 26 ans, c'est un peu du cas par cas. Et ce que Dr Eberts avait dit tout à l'heure, on a des données aujourd'hui qui montrent que même une femme qui aura subi une conisation suite à la présence de lésions précancéreuses, on a des données qui commencent à montrer que on a toujours une activité, une protection liée à la vaccination. Donc oui, pour moi, un jeune homme de 20 ans ou plus, on peut le vacciner. Et ce sera pris en charge. Alors, merci docteur Romel. Alors, ça fait un petit peu écho à une remarque qu'on avait d'une personne, alors je sais plus si elle était infirmière, en tout cas professionnelle de santé en médecine universitaire, qui nous expliquait que voilà, au-delà de 19 ans, c'était compliqué d'aborder le sujet avec les jeunes patients, même si c'est fait dans le cadre confidentialité, évidemment. Voilà, c'est pas un sujet facile d'abord. D'ailleurs, c'est l'une des principales tensions qui se cristallisent autour de cette vaccination. C'est évidemment lié à l'entrée en vie sexuelle.
Donc voilà, il y avait une infirmière scolaire qui nous disait que c'était pas forcément évident d'aborder la question des pratiques avec des jeunes de 19 ans qui se présentaient dans son bureau. Donc voilà, c'est vrai que ça rejoint ce que vous disiez, docteur Rommel, quoi, sur votre paradigme. Au final, Oui, de toute façon, foncièrement pas besoin de parler d'activité sexuelle, puisque si tant est on n'a pas d'activité sexuelle jusqu'à 25 ans et qu'on commence à en avoir à partir de 25 ans, ben on s'exposera au papillomavirus à partir de 25 ans. Donc, autant être protégé le plus tôt possible. Alors, on a une question d'une autre infirmière. Pourquoi ne pas faire un dépistage tous les ans? Alors, je ne sais pas si c'était. Alors, on a eu aussi une question sur le dépistage chez les garçons. Alors, bon, le dépistage des lésions précancéreuses. Je ne sais pas si peut-être le docteur Eberst voulait rebondir sur la notion du dépistage en termes de notion précancéreuse. Pourquoi ne pas faire un dépistage tous les ans? J'ai pas plus de précision sur la question. Je ne sais pas si c'est chez les hommes ou les femmes, mais est-ce que... En fait, ce qu'on cherche en faisant des frottis cervico-utérins, c'est surtout à vérifier qu'il n'y a pas une persistance de l'infection virale. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir si le virus est éliminé au cours du temps. C'est pour ça qu'effectivement, les frottis, c'est pas recommandé de les faire forcément chaque année. Si vous avez fait plusieurs frottis normaux, les suivants, vous le ferez que tous les 3 ans. Et l'objectif du dépistage, voilà, c'est de voir est-ce que l'HPV persiste ou pas. Et pour aboutir à ces schémas qui peuvent paraître parfois compliqués, derrière tout ça, il y a un rationnel scientifique que je vais pas détailler là, mais si on a décidé de procéder de cette façon-là, c'est parce que on a démontré que c'était plus efficace comme ça, quoi. Je sais pas si ça répond à la question. Je me permettrai de compléter, docteur Ebert, en disant que, enfin, moi, dans les informations que je donne aux jeunes femmes, par exemple, pour lesquelles je leur dis, vous avez l'opportunité d'éviter des cancers. Le frottis, s'il revient positif, on diagnostique des lésions précancéreuses. Alors que moi, le vaccin vous empêche les lésions précancéreuses. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout sur cette même philosophie entre une prévention primaire et une prévention secondaire. Et pour tous les ans, ça ne rime à rien. D'autant plus que maintenant, avec le test HPV, qui est un test, donc une PCR, à partir de l'âge de 30 ans, s'il est négatif, on peut attendre 5 ans, et on attend 5 ans pour faire le test suivant. Donc tous les ans, ça ne rime à rien, en fait. Et puis vu l'encombrement, ça c'est un autre problème de santé publique, on a quand même un fort encombrement des cabinets de gynécologie. C'est pas toujours évident de trouver un gynéco ou une sage-femme les sages-femmes nous aident quand même vraiment beaucoup dans cet aspect-là, mais moi ce que j'entends quand je pose la question du suivi gynécologique aux patientes que je vois, on me répond bien souvent, moi j'ai arrêté de voir le gynécologue parce que c'était trop galère d'avoir un rendez-vous, quoi. Donc s'il fallait faire en plus un frottis 1 fois par an, on n'y arriverait juste pas. Alors j'ai une question un petit peu plus générique sur alors je pense que là les 3 professionnels de santé intervenants peuvent répondre, mais je vais peut-être laisser Madame Bichat répondre en premier. Comment aborder au mieux le sujet auprès des jeunes? Comment les sensibiliser? Bon, c'est une question ouverte très vaste, évidemment, mais Madame Bichat, vous, est-ce que dans le cadre de vos consultations, vous êtes confronté, je pense un peu les deux, à des jeunes parents ou à des adolescentes, mais vous êtes déjà vous-même intervenu en milieu scolaire ou en association? Non, j'ai pas eu cette occasion encore, mais voilà, je ferai avec plaisir. Et alors sous quel angle? Enfin, ça dépend évidemment du profil, catégorie socio-professionnelle du patient, de l'ambiance qu'il y a dans la consultation, mais vous avez des stratégies qui reviennent régulièrement pour aborder la question auprès des parents, en présence des jeunes, en l'absence des jeunes, si vous avez les jeunes avec vous ou en consultation mère-fille par exemple. Je leur demande déjà si elles sont en âge, mais en général oui, parce que moi je les vois entre 12 et 15 ans, donc elles sont pile dans la bonne tranche d'âge, donc je leur pose systématiquement la question, et le vaccin, vous en êtes, est-ce qu'il a été fait, est-ce que vous en avez entendu parler, et voilà, qu'est-ce que vous avez comme information là-dessus, et puis en fonction, je donne les infos, mais la meilleure des stratégies à mon sens, c'est de donner les chiffres et puis d'expliquer que ça peut être évité simplement, qu'il y a une très bonne efficacité du vaccin,
qu'on a beaucoup de recul aussi dessus parce que depuis le Covid, c'est des questions qui reviennent souvent. Voilà, et en général, quand on expose ça, j'ai même des jeunes femmes qui souhaitent la vaccination alors que les mères sont un peu réfractaires. Voilà, mais ça se passe toujours. Je trouve que les jeunes, quand on leur explique bien, sont plutôt voilà. Vous constatez un effet générationnel vis-à-vis du garde d'asile, enfin, c'est vrai que c'est mais de la vaccination HPV? Un petit peu, ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai des mères qui peuvent être un peu plus réfractaires que les jeunes, effectivement. Et puis voilà, de bien remettre aussi les conditions à jour. On l'a déjà évoqué, hein, mais j'entends aussi très souvent, bah moi je suis plus vierge donc j'y ai plus droit ou ce genre de choses. Clairement, oui, c'est important de les remettre à jour et de les rabâcher encore et encore. Donc voilà. Et juste pour compléter ce que disait Dr Ebert, effectivement, on fait beaucoup nous de gynéco de plus en plus, hein, avec les difficultés qu'ont les femmes à trouver des rendez-vous chez un gynécologue. Donc on a de plus. Moi, chaque semaine, j'ai au moins 2 à 3 nouvelles patientes en gynécologie. Donc ça fait un petit nombre par an. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous tourner effectivement vers les sages-femmes. On fait les vaccins, on fait les frottis aussi également. On gère tout ce qui est contraception. Donc il y a certains médecins généralistes aussi qui font les frottis et bien sûr la vaccination. Donc je pense que c'est important de faire tourner le message si les femmes ont effectivement du mal à trouver des rendez-vous chez les gynécologues qui gèrent bien d'autres choses que cet aspect-là. Ouais. Docteur Rommel, je vous ai entendu acquiescer, vous souhaitiez rebondir? Ah non, mais c'est très bien ce qui a été dit. Alors, là, peut-être plus pour les médecins généralistes, parce que souvent, quand je fais de la formation, je leur pose la question, mais pour vous, quel serait le moment idéal pour parler vaccination HPV? Alors, on peut répondre tout simplement en disant, dès qu'on commence la vaccination à l'âge de 11 ans. Moi, je pense qu'on peut même anticiper cette vaccination au moment du rappel d'été-polio-coqueluche, donc le vaccin pédiatrique des 6 ans. On dit à la maman, parce que c'est généralement la maman qui est là, avec l'enfant, il dit, le prochain rendez-vous vaccinal, ce sera à 11 ans, avec un nouveau rappel d'été-polio-coqueluche, et on fera le vaccin contre les cancers liés au papillomavirus. Point. Et on n'a pas besoin d'aborder la sexualité à ce moment-là. Mais bien évidemment, il y a toujours plein de rattrapages à faire chez les collégiens, lycéens, étudiants. Donc, bien évidemment, il faut en parler après. Alors, on peut aussi espérer que dans les écoles, en cours d'SVT, c'est souvent une question que je pose. Est-ce que aux adolescents, est-ce qu'on t'en a parlé à l'école? Qu'est-ce que tu en as entendu? Dans les cours d'SVT, en 3e, somme toute, le sujet de la vaccination et notamment HPV doit être abordé. Ouais. Oui, alors il y a un écho aussi. Docteur Evers, n'hésitez pas si vous souhaitez aussi intervenir. Il y a aussi un écho sur quelque chose qui a été constaté à l'échelle de la région par l'ARS Grand Est dans le cadre de l'expérimentation qu'on a menée. Et d'ailleurs, j'en profiterai aussi pour parler très très brièvement de PrEV HPV, puisque je vois des collègues de l'équipe APMAC de l'Université de Lorraine qui sont connectés, qui nous ont fait un commentaire. Je les salue au passage. Et effectivement, nous, l'ARS Grand Est, l'équipe de la direction de la prévention, a mené pendant plusieurs années une expérimentation de rattrapage vaccinal en milieu scolaire. Qui s'est clôturé, qui a eu lieu, qui s'est clôturé l'an dernier. Voilà, c'est ça. Il y a eu un constat parce que au décours de cette expérimentation de rattrapage vaccinal qui englobait HPV et au cours de laquelle l'éligibilité des garçons s'est faite au décours de l'expérimentation, donc on a dû adapter l'expérimentation pour évidemment l'ouvrir aussi aux garçons. Il y a un effet dans le retour d'expérience et dans l'évaluation qualitative qui a été faite avec des entretiens semi-directifs conclus par quelques sociologues, il y a l'effet d'information a été assez puissant chez les familles, notamment les familles de jeunes garçons. Le simple fait d'informer les familles de l'éligibilité de leur fils, qu'ils ignoraient jusqu'à présent, les a conduits à spontanément se diriger vers une demande de vaccination sans qu'il y ait eu besoin d'un argumentaire particulier et qu'il y ait même eu une éventuelle polémique de fait avec la famille sur l'entrée en vie sexuelle, etc. Mais voilà, le simple fait d'informer les patients ou les jeunes parents, est-ce que vous avez un jeune garçon il est également éligible à cette vaccination? Voilà, il y a encore, c'est encore une vaccination, en tout cas pour les garçons, qui est jeune d'un point de vue historique en termes de l'égalité française. Donc voilà. Et donc oui, on nous a aussi posé plusieurs questions de l'information des parents au décours de cette campagne. Alors je ne vais pas revenir dans les détails sur les différentes modalités
que je vous ai décrites juste avant, donc l'Institut national du cancer à l'échelle nationale. On va éventuellement faire d'autres webinaires. Il y aura des lettres d'information par les établissements scolaires, mais il faut savoir que l'étude PrEV-HPV menée par l'équipe du professeur Tilly à l'Université de Lorraine a également développé des outils d'appui et d'enrichissement pour le dialogue envers les familles et d'appui envers les soignants. Donc, on va faire le lien avec cette équipe-là pour voir si ces outils et ces éléments de langage peuvent être également remis au bout du jour et rediffusés sur le site de l'ARS en lien avec ce webinaire. Alors, j'avais une autre question on revient sur les schémas vaccinaux. Je ne trouve plus la question, mais je m'en souviens. Une infirmière qui nous demandait si pour une patiente qui est validée sur le Cervarix, donc sur le bivalent, est-ce qu'il y a un intérêt de reprendre un schéma non avalent sur une patiente qui n'a eu que du bivalent? Non, l'idée effectivement, ce serait de dire, d'un côté on a un bivalent et de l'autre côté on a un non-avalent, donc on complète la protection, mais quelque part il faudrait repartir sur tout le schéma vaccinal. Mais il faut savoir aussi qu'avec le vaccin bivalent, donc le vaccin de chez GSK, avec l'utilisation de leur adjuvant qui est un peu particulier, ils ont montré que non seulement on protégeait bien évidemment contre les deux oncogènes HPV les plus oncogènes 16 et 18, mais en fait on avait une protection croisée vers les autres oncogènes, comme le 33 ou 35 de mémoire, et qu'on retrouve dans le non-avalent. Donc de toute façon, on a une protection largement au-delà des 70% de prévention des cancers du col. Mais en tout cas, dans la recommandation, effectivement, il n'y a pas lieu de compléter la vaccination ou en recommençant des doses avec du non-avalent alors qu'on a eu un bivalent. On reste quand même sur déjà plus de 70% de prévention. Et comme Dr Eberst l'a rappelé, ou comme je l'ai dit aussi, bien évidemment, le frottis ne disparaît pas pour autant sur la prévention du cancer du col. Oui, alors merci beaucoup. Je vais finir sur une dernière question sur le caractère obligatoire de cette vaccination. Alors, il y a nullement question d'obligation vaccinale pour quelque public que ce soit. Hein. Cette campagne se fera sur la même base de vaccination, sur la même base, de volontariat et d'accord que c'est le cas pour d'autres vaccins. Ce sera sur accord des parents. Bien sûr, il y aura pas de vaccination obligatoire. Elle sera proposée. En fait, le but de cette campagne est de faciliter l'accès à la vaccination aux familles pour que les équipes viennent directement en milieu scolaire et à titre gratuit. Donc, c'est pris en charge par l'assurance maladie et les fonds régionaux des agences régionales de santé. Mais voilà, il n'y a pas de caractère obligatoire pour cette vaccination. Je vois qu'il est 21h30. Les différentes questions du chat vont être sauvegardées. On va de toute façon établir une foire aux questions à l'échelle régionale sur le site de l'ARS au vu des nombreuses questions. Et cette foire aux questions sera, je pense, aussi enrichie par la campagne nationale de l'Institut national contre le cancer. Donc, il y aura pas mal de choses qui vont résonner, mais on s'efforcera à l'échelle régionale de répondre aux questions des usagers du système de santé. Merci beaucoup, Madame Bichat, Dr Rommel, Dr Eberst et Sophie Raguet pour Santé publique France. Merci à toutes et tous pour vos inscriptions. Donc, on était un peu plus de 230 inscrits ce soir. J'ai pas les chiffres sur les participations en direct, mais merci beaucoup. Nous vous donnerons rendez-vous pour un second webinaire au décours de la rentrée, qui sera également à destination des professionnels de santé. Merci. Bonne soirée à tous et tous. À toutes et tous et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.